Nouvelle semaine, nouvelle émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Info Scanner. Pour cette semaine, nous allons parler de deux sujets. D'abord, la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et cela va nous amener aussi à parler d'une situation pareille dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit du phénomène enfants dits de la rue, parce qu'ils sont nombreux, bien sûr, sur les grandes artères de la ville de Lubumbashi. Pourquoi leur présence? Que faire pour résoudre cette problématique? Quelles sont, bien sûr, les pistes de solutions? Voilà les deux sujets donc autour duquel va s'articuler cette émission d'analyse et débat. Deux sujets pour deux invités. Le premier, il s'agit de Gilbert Kanyinda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ben, et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Nous rappelons que Gilbert, c'est la première fois que nous vous recevons dans Info Scanner. Ah oui, c'est la première fois. C'est la première fois, oui. Et on le reçoit bien sûr en tant qu'opposant, bien sûr, il est opposant républicain, c'est ça, à moins que je me trompe. Non, je suis opposant républicain, voilà. Voilà, c'était le premier invité. Le deuxième et dernier du jour, il s'agit de Eli Mwenze, qui est un analyste, acteur politique, analyste politique indépendant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Monsieur Ben. Salutations chaleureuses aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre de partout. Bonjour aussi à mon co-débatteur ici sur le plateau. C'est toujours un plaisir de répondre à cette invitation, de participer dans Info Scanner, enfin de jalonner des idées et de discuter sur deux enjeux cruciaux qui affectent notre République, surtout dans un contexte où notre pays plonge au cœur des tumultes qui frappent dans sa partie orientale, où nous voyons aujourd'hui des violations, des cessez-le-feu, des violences armées qui continuent en tout cas de persister. Alors nous sommes là pour émettre nos réflexions sur des questions qui gangrènent la République. En parlant de la situation sécuritaire dans l'Est, Eli Mwenze, le cessez-le-feu qui est toujours violé, ce n'est pas le premier à être décrété dans l'Est de la RDC, mais il finit toujours par être violé. Qu'est-ce qui explique cela? Exactement. La République démocratique du Congo, comme nous le savons tous, traverse l'une des périodes les plus cruciales de son histoire. Et à travers ces violences que nous observons aujourd'hui à l'Est, la RDC, à travers les gouvernements, avait fourni plusieurs efforts. C'est-à-dire la recherche de la paix, à travers les désamorcements des conflits. Entre autres, on a obtenu plusieurs accords qui ont souligné la cessation définitive des hostilités, donc à travers aussi l'observation d'un cessez-le-feu permanent pour toutes les parties prenantes. Ça veut dire que nous avons signé l'accord avec les Rwandais qui aujourd'hui, on souligne que le Rwanda est derrière les groupes armés qui sèment la terreur, la pagaille du côté de l'Est. Et donc, la partie prenante qui est le Rwanda n'ont pas voulu, à travers ces supplétifs des AFCM 23, n'ont pas voulu davantage observer ces cessez-le-feu qui aujourd'hui continuent d'exacerber davantage des violences de ces côtés-là de l'Est. Et donc ici, on peut dire qu'il n'y a pas le respect des engagements. Il n'y a pas le respect des engagements à travers... de la part de qui? De la part... particulièrement de la partie adverse, donc de la partie rwandaise. Pourquoi? Parce que nous voyons que la partie ne veut pas que ces hostilités puissent prendre fin. Il y a toujours des bombardements chaque jour, des violences chaque jour, et nous ne voyons pas une volonté manifeste de pouvoir aller vers un désamorcement des conflits. Et donc ici, la question reste à se poser. Est-ce que les mécanismes de suivi, de surveillance qui ont été mis en place par les dispositions de l'accord entre autres prises le 27 juin intérimé encore le 4 décembre dernier, où on parle des mécanismes de surveillance qui ont abouti à la création d'un comité de suivi qui est entre autres constitué d'abord des membres de ces deux parties prenantes, entre autres la partie de la RDC et la partie rwandaise, et aussi les observateurs ou les facilitateurs de l'Union africaine,
les Qataris ainsi que les États-Unis, est-ce que ces comités voient justement les non-respects justement de ces cessez-le-feu? Parce qu'on souligne dans ces mêmes accords qu'on a signés avec le Rwanda que ces comités doivent devoir recevoir justement les doléances, doivent recevoir les plaintes si l'une des parties ne respecte pas ses engagements par rapport aux accords pris. Et donc, on peut dire que les mécanismes de suivi qui ont été mis en place, soit les mécanismes de contrôle qui ont été mis en place, subissent encore la non-applicabilité justement de l'accord que nous avons signé dernièrement. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes ces décisions soient prises? On a vu la résolution 2773, on a plusieurs résolutions adoptées même au niveau de l'ONU, mais qui ne sont toujours pas mises en application. Qu'est-ce qui bloque concrètement? La République démocratique du Congo, M. Ben, ainsi que le Rwanda ont tous réaffirmé leur engagement vers les respects des engagements. Justement, à travers les respects des accords des principes qui ont été signés ou qui ont été déclarés en avril dernier. Il y a aussi le respect justement de l'accord de Washington qui ont été aussi signés juin et décembre dernier. Et aussi, ce que vous avez souligné ici, l'accord ou encore la résolution 2773 des Nations Unies qui aujourd'hui dit qu'il faut que le Rwanda se retire. Cesser vraiment, justement, retirer ses moyens offensifs, justement, par rapport à ces hostilités qui sévissent aujourd'hui. Et donc, ce qui ne marche pas, c'est la mise au point, ou encore le comité qui ont été mis en place a subi encore aujourd'hui la non-applicabilité, ou encore il y a une fragilité qu'il faut souligner ici. Parce qu'on ne peut pas signer des accords et voir qu'il n'y a aucun changement sur le terrain. Ça reste encore à fustiger. Et donc, ici, la République démocratique du Congo reste encore la victime. Ça, on peut le souligner. Parce que la victime, pourquoi? C'est nous qui subissons cette agression. C'est nous qui sommes victimes. Les populations, aujourd'hui, à l'Est, ne vivent pas en paix à travers les soutiens que le Rwanda apporte à ses supplétifs des AFC M23. Et donc, nous, ici, nous analysons la situation est tellement dégradante. Il faut que le mécanisme ou encore les comités de suivi à travers la communauté internationale, les facilitateurs de l'Union africaine ou encore les Qataris qui sont en train de jouer la médiation, puissent ici mettre de l'accent. Pourquoi pas sanctionner le Rwanda? Parce que justement, ils ne respectent pas jusqu'à présent leur engagement à travers les accords pris ainsi que les efforts fournis jusqu'à présent par le gouvernement congolais. On a démontré, nous, partant de parties prenantes justement à ces accords, la volonté de pouvoir aller à un désamorcement des conflits, régler les problèmes par des négociations et non par des moyens de violation ou encore des agressions. Et c'est ce que la partie prenante aussi à ces accords que le Rwanda n'a pas pu respecter. Et donc ici, on insiste encore sur la communauté internationale à mettre en place encore des stratégies ou encore des sanctions qui sont très pointues pour que le Rwanda puisse justement respecter ou encore ses supplétifs puissent respecter ces cessez-le-feu. Est-ce qu'il faut encore compter ou toujours compter sur la communauté internationale? Donc on sait que c'est cette même communauté indexée d'une manière ou d'une autre dans ce conflit qui s'écoule l'est de la RDC. Certes, nous savons que la RDC subit une guerre qui est multidimensionnelle. Nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est une guerre multidimensionnelle qui est caractérisée par des intérêts étrangers, où il y a aussi la lutte pour le contrôle de nos ressources naturelles. Ça, nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais ici, étant donné que tous ensemble, étant partie prenante à ces accords, nous avons tous accepté pour que les États-Unis, les Qataris et aussi les facilitateurs de l'Union africaine puissent jouer la médiation, puissent être les comités de suivi de cet accord. J'aimerais rester un peu dans l'accord. Et il y a une chose ici que je vais souligner, c'est que à travers les mécanismes les dispositions qui ont été mises
par cet accord, par son chapitre 7, qui parle de la mise en œuvre des règlements différents. À son alinéa 3, on parle du comité. On nous souligne justement ce que les comités doivent faire. Mais on ne nous parle pas de quelles sanctions que les comités doivent mettre en place pour que la partie prenante qui ose violer, justement, qui ose violer ses engagements, qu'est-ce qu'il va subir? Vous voyez, c'est pourquoi une fois sur vos antennes, j'ai dit que l'accord de Washington doit subir une examination continue. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines failles qu'il faut justement souligner. À ce stade ici où on voit les cessez-le-feu, on devait directement voir c'est quoi les sanctions que la partie qui ne respecte pas l'accord doit directement subir. Et donc, en tant que le comité, on dit qu'ils doivent traiter justement les accusations, ou soit les plaidoiries, les plaintes que l'autre partie émet, doit justement trancher sur cette question. À présent, on viole le cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que même au dispositif définitif qu'on a mis dans son chapitre 8, on dit que l'accord doit même subir quelques modifications lorsque les deux parties émettent une notification. Et donc, je pense que le comité de suivi ou de contrôle de cet accord joue un rôle très très important à ce stade ici. Si on laisse la situation aller comme ça risque encore davantage d'accentuer les conflits. Et surtout, le conflit n'est pas seulement de la sous-région. Le conflit aujourd'hui est en train d'englober même la sous-région des Grands Lacs. Et donc, il faut vraiment que les facilitateurs fassent quelque chose, et c'est de façon très urgente. Quant à vous, Gilbert Kanyinda, est-ce que vous comptez sur cette communauté internationale? Monsieur Ben, avant tout de même de répondre à cette question, je voudrais vous poser une petite question. Je sais que c'est vous qui posez cette question. Est-ce que vous avez déjà vécu les moments que nos confrères qui sont à Goma vivent aujourd'hui? Bon, certainement, on a eu à le vivre, pas étant sur place, mais on vit cette situation parce que on est Congolais affectés par cette guerre, parce que le nationalisme ou le patriotisme l'oblige. On compatit avec ceux qui vivent, ceux qui traversent des moments difficiles dans l'Est. Alors moi, je dois vous dire que c'est différent de ceux qui sont sur place. Puisque moi, je me rappelle... Vous avez été sur place? Non, je me rappelle un phénomène parallèle, le phénomène de Kamwina Sapou. Ce phénomène avait pris 2 mois, mais je vous dis que les gens ont souffert. Et moi, j'étais sur place, j'ai compris c'est quoi souffrir sous la musique des armes. Alors aujourd'hui, si je peux revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale commence à nous décevoir, puisque toute la population congolaise était derrière cette signature de paix. On était tous contents, on attendait les résultats. Mais chose grave, au lendemain de cette même signature, on a vu les affrontements qui ont se multiplier sur terrain, ce qui ne nous a pas plu. Et nous, on a compris peut-être que c'est parce que jusque-là, il n'y a pas eu encore de suivi. Mais malheureusement, le Rwanda a violé et continue à violer. Ce n'est pas plus loin qu'hier que cette journaliste angolaise a posé la question à Donald Trump. Donald Trump qui dit qu'ils vont se pencher sur la situation. Pour examiner. Mais c'est très drôle. Au moment où les gens sont en train de mourir, vous parlez d'examiner. Aussi longtemps que vous êtes très bien au courant, il y a les gens sur place qui vous donnent des informations. Ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on commence maintenant à croire que la communauté internationale nous joue un double jeu. Comment est-ce que vous nous avez appelés autour d'une table, vous nous avez fait signer des accords en espérant que nous allons avoir des solutions? On a vu même le retour du président Tshisekedi rentrer, on a vu la population être debout. Nous, on croyait qu'on devrait déjà voir le changement, mais c'est qui n'a pas été le cas. Bon, le changement, c'est quand même visible aujourd'hui. La ville d'Uvira est en train de vivre la restauration de l'autorité de l'État, après le retrait des rebelles, bien sûr. Quand même, en plus. Vous ne savez pas que la ville d'Uvira n'est pas loin de retomber dans le main des assaillants. Vous ne savez pas ça. À gauche, tout comme à l'ouest, les assaillants se positionnent à 18 et à 30 km.
avec le système que nous avons de réplique stratégique, qu'est-ce qui va encore nous rassurer qu'une fois qu'ils vont nous attaquer, nous n'allons pas encore nous retirer? Aujourd'hui, moi, je commence à comprendre que nous n'allons pas aujourd'hui donner encore espoir à la communauté internationale, puisque nous avons parlé, il y a eu beaucoup de médiations de l'autre part, à Doha, à Luanda et aussi... Et même à Washington. Mais on ne voit rien. Il y a eu beaucoup de déclarations, l'Union européenne, la Belgique et consorts, mais on ne voit rien sur le terrain. Est-ce que nous allons toujours continuer à attendre ou soit nous-mêmes, la population congolaise, nous allons nous défendre? C'est ce que nous allons faire maintenant. Et en parlant de la défense, qu'est-ce que vous entendez concrètement? Que la RDC déclare la guerre ou comment? Étant patriote, je ne peux pas accepter aujourd'hui que la RDC déclare la guerre au Rwanda, puisque nous voulons la paix. Mais si nous voulons déclarer la guerre, c'est que nous voulons aussi qu'il y ait des morts, plus de morts même. Parce que déjà on en compte des milliers du côté de la RDC, dans l'Est, oui. Beaucoup, à peu près 11 millions de morts depuis que cette agression a commencé. Aujourd'hui, moi je pense que le président de la République et son entourage doivent mettre l'orgueil à côté. Puisque aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, le problème du Congo, ce n'est pas d'abord le Rwanda, c'est les Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, puisque les causes du Congo, c'est d'abord très profond. On doit d'abord nous réunir autour d'une table, parler, nous dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous continuions à perdre, que ce soit nos terrains, que ce soit nos richesses, que ce soit en vie humaine. Il faut nous mettre autour d'une table, parler et sortir des questions problématiques. Et je pense qu'à ce sujet, on peut maintenant faire la guerre au Rwanda. Comment est-ce que nous pouvons déclarer la guerre contre le Rwanda quand bien même nous ne sommes pas en union? Et donc, vous dites que les Congolais sont divisés. Et pour vous, la solution face à cette guerre, c'est le dialogue? Effectivement, la solution aujourd'hui, c'est le dialogue inclusif. Puisque si vous entendez, d'une part, M. Fayoulou parle qu'il y a des problèmes intérieurs. Et c'est Jean-Marc Aboun, pas plus que hier, qu'il a parlé de même chose. Pourquoi pas le Sauveur le Congo de Joseph Kabila? Aujourd'hui, nous n'allons pas faire la guerre au Rwanda sans toutefois d'abord connaître qu'est-ce qui nous pousse à faire cette guerre. Aujourd'hui, pour moi, il faut qu'on soit d'abord autour d'une table, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui continue à ne pas marcher, qu'est-ce que nous allons faire pour que ça marche. Et enfin, il n'y aura pas cette guerre que vous voyez là. Et la communauté internationale, vous pensez qu'elle n'aura pas? Parce que, puisque vous parlez du dialogue, qui va l'organiser? Ça va se tenir où? Qui va gérer ce dialogue-là? Oui, à ce stade, moi je pense que il y avait déjà le démarche des confessions religieuses. Vous parlez de la CENCO et l'ECC? Et l'ECC. Je pense que nous devons nous pencher à leur mission. Leur mission n'est pas diviser les Congolais, leur mission c'est à réunir les Congolais autour d'une même table. C'est déjà un bon pas. Ils ont marché, ils étaient en Amérique, ils étaient en France et aussi en Belgique. Ils ont croisé même l'AFC M23. Ils sont revenus à Kinshasa. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils ont commencé par le président de la République. C'est le président de la République la première personne à le recevoir. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre que tout ce qu'ils ont fait, ça traîne, ça ne décolle pas. Et quand ça ne décolle pas, il y a toujours des morts qui continuent. Je pense que hier, j'ai vu le gouverneur du Sud Kivu qui était à Uvira, ils ont découvert des fausses communes. Oui, une situation qui fait quand même mal quand on voit que très mal. Dans l'est de la RDC, les morts, on continue toujours. On continue. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de 185 morts. 185 morts. Et là, c'est sous les yeux de la communauté internationale. Ils ne disent rien, ils ne sanctionnent pas. Au lieu d'attaquer par les sanctions, ils disent qu'ils vont d'abord aller examiner. Qu'est-ce qu'ils vont aller examiner? Puisque nous avons commencé à dénoncer ça. Ce n'est pas seulement nous, les députés européens ont dénoncé ça. Et on continue à dénoncer, que ce soit au niveau de l'opposition et tout comme au niveau de la majorité, on continue à dénoncer. Mais rien, il n'y a pas des actions. Alors allons-nous toujours continuer à dénoncer ou soit nous allons agir étant Congolais? Je pense que c'est là où il y a un problème.
Nous devons d'abord nous reconnaître, nous étant Congolais, reconnaître ce que nous avons comme cause profonde. Et je pense qu'à ce sujet, on peut sortir de cette crise. Voilà, c'était ce premier sujet. Malheureusement, qu'on ne va pas trop traîner là-dessus parce que à défaut d'avoir un expert en guerre, on aurait bien voulu qu'on ait un expert en situation dans cette, bien sûr, j'allais dire un expert en matière de guerre pour parler un peu de la riposte du côté de la RDC. Cette riposte qui a tendance un peu à traîner. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui l'armée congolaise est capable et à mesure d'affronter ces rebelles? Moi, je me réserve le droit de répondre à cette question, puisque jusque-là, c'est bientôt 3-4 ans qu'on n'a pas vu une riposte, tout comme la présentation des matériels que nous avons, puisque souvent on l'avait vu du temps de Joseph Kabila par des défilés. On pouvait voir la capacité de notre armée, mais là on ne sait pas ce que nous avons, on ne sait pas avec quoi on peut attaquer. Mais je pense que c'est peut-être par manque d'informations. Notre armée, M. Ben, pour le souligner ici, notre armée est capable de riposter à n'importe quelle attaque. Je suis tellement exacerbé et surtout frustré à l'idée de voir que mon co-débatteur souligne quelque chose de très grave ici sur le plateau. Disons que la ville d'Ouvira pourrait être récupérée entre les mains des rebelles parce qu'il se positionne à 30 km de là. Comment est-ce qu'on pouvait dire ça? Parce que, vous savez, l'armée congolaise, aujourd'hui, c'est l'armée la plus disciplinée. Moi, je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui se défend mieux. Cette guerre ici, je vous ai dit, elle est multidimensionnelle. Ça veut dire qu'elle prend plusieurs dimensions. Il n'y a pas que la dimension militaire, il y a la dimension économique, il y a la dimension diplomatique qui entre en jeu. Alors, vous ne pouvez pas dire que la résolution pourrait être que militaire. La résolution pourrait être diplomatique. Et vous savez que la République démocratique du Congo, à travers tous les efforts fournis jusqu'à présent, nous sommes très très forts diplomatiquement. Aujourd'hui, les forces onusiennes sur le sol congolais qui exercent sur base de la résolution 2765 sont sur le sol congolais. Nous avons obtenu l'accord de Washington qui a été signé justement le 27 juin dernier. Nous avons obtenu ici justement la déclaration des principes en avril dernier. Nous avons intérimé même l'accord de paix le 4 décembre dernier. Et donc, nous sommes forts diplomatiquement. Et c'est ce que nous voudrions. Parce que, vous savez, cette guerre, les gens qui périssent, ce sont les populations. On nous parle aujourd'hui de plus de 7 millions de déplacés. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes-là ont besoin de la guerre? Je ne pense pas. Toutes personnes n'ont pas besoin de la guerre. C'est pourquoi nos ripostes, ici, il faut le souligner, ce sont des ripostes qui sont harmonieuses. Pour éviter les bains de sang, pour éviter à ce qu'il puisse y avoir encore plus d'hostilité qui peuvent mettre en péril la quiétude de la population. Et donc, il faut souligner et encourager à travers un sentiment patriotique nos forces armées. Je l'ai dit ici, M. Ben, nos forces armées sont très efficaces sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement, lorsqu'on analyse les questions de façon cohérente, le gouvernement est en train justement de fournir des matériels qu'il faut. Dernièrement, nous avons vu lorsqu'on a voté les budgets, on a loué un budget de plus de 11 millions pour renforcer l'armée. C'est pour des besoins militaires. Et donc, il faut ici souligner que l'armée est en train de prendre justement des dimensions pour faire face justement à travers cette guerre. Mon co-débatteur a souligné aussi une chose qui a exactement turbiné mon esprit par rapport à la question du dialogue. Vous savez, c'est vrai qu'on n'ignore pas. Lorsqu'on analyse la question dans le fond, on trouve aussi des causes profondes du conflit au niveau interne. Qui secoue le pays. Voilà, au niveau interne. Et dernièrement, devant le corps diplomatique, nous avons vu les chefs de l'État justement donner son avis par rapport à la tenue d'un dialogue qui soit inclusif. Et en tant que la personne qui gère la crise, il en a posé certaines conditions. Mais fort de constater, nos amis opposants, à travers les conditions que le chef de l'État en a posées, lui, en tant que la personne qui gère la crise, ça veut dire que le dialogue doit se tenir sur le territoire congolais, les médiateurs doivent sortir des institutions, etc. Chaque opposant commence aussi à poser ses conditions. Or, l'objectif du dialogue est de pouvoir nous amener à la résolution des conflits.
Et si chaque personne doit poser ses conditions, ça veut dire que les dialogues ne finira pas par se poser. Parce qu'on aura du mal à pouvoir justement assouvir. Parce que chacun veut tirer le drap de son côté, chacun voudrait participer. Et par là, on peut constater les manques du patriotisme, les manques de pouvoir nous amener au désamorcement du conflit. Comment est-ce que toutes les personnes doivent poser les conditions? Mais comment arriver à désamorcer ce conflit en écartant aussi les autres? Voilà, c'est là où il y a les problèmes. Vous parlez d'un dialogue inclusif. Mais là, on voit Moïse Katumbi qui n'est pas au pays. On voit Joseph Kabila qui est condamné à mort. On voit Seth Kikouni qui est en exil. Qui est en exil. On voit des Mata Tamponi qui sont poursuivis. Et vous parlez maintenant de quelle opposition? Qui sera autour d'une table? Ce n'est pas le même gens qui sont ailleurs que vous avez fait arrêter. Non, que vous s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Ben, je pense que nous sommes en train de vivre dans un pays, République démocratique du Congo, qui est régi par de lois, des règles et des principes légaux. Ça veut dire qu'il y a des dispositifs légaux qui tranchent chaque question. Moi, je pense que la question de l'inclusivité, telle que vous l'avez dit, pose une condition ici sine qua non sur l'inclusivité ou l'éligibilité et l'inéligibilité de chaque partie prenante. Et donc, je pense que chaque personne qui sera justement partie prenante à ces dialogues, son cas doit être traité, examiné de manière approfondie par des personnes qui auront la possibilité justement d'organiser ces dialogues. Parce que toute personne ne doit pas participer à ces dialogues parce qu'il est influent, il est politicien, il est, je ne sais pas, leader d'opinion. Et donc, chaque cas doit être examiné de manière à ce qu'on trouve l'inclusivité de façon totale. On ne peut pas parler de cette question de manière légère. Donc, on dit telle personne doit être partie prenante, telle personne doit être au dialogue, mais comment on peut traiter son cas pour qu'il soit au dialogue? Vous avez parlé des condamnations, vous avez parlé de l'exil, vous avez parlé des problèmes avec la justice. Vous comprenez que la justice est là aussi pour faire son travail. Et nous sommes dans une république régie par des règles légaux, il y a une constitution, il y a des droits pénals, il y a etc. Et donc, ces lois-là ne doivent pas se taire parce qu'il y a dialogue. Je pense que c'est de la manière dont nous devons analyser les choses. Moi, je pense qu'il faut examiner dans le fond les cas échéants de chaque partie prenante pour que les dialogues soient beaucoup plus inclusifs. Comme pour dire que le dialogue n'est pas une blanchisserie, pour dire que vous participez au dialogue, on oublie le passé et tout ça. Je ne pense pas. Je pense parce que je suis ici, on est du côté de la légalité, en fait. Et donc, la loi dit, telle personne commet tel meurtre, il faut qu'il puisse répondre de ses actes devant le cour et tribunaux. Et s'il existe aussi des dispositifs légaux et réglementaires qui, tel que vous l'avez dit, blanchissent certaines personnes, tant pis, alors voilà, on y va au dialogue sans problème. Toutes les personnes venaient et puis on va s'asseoir autour d'une table, on discute sur quelles seront justement les résolutions, parce que tous on cherche la résolution du conflit, promouvoir la paix pour que la RDC puisse voir justement son paysan d'or et aller vers le développement. C'est que Gilbert Kaninda ne va pas accepter parce que pour lui, c'est écarter certains leaders. Et une fois que ces leaders ne sont pas présents, ça ne serait pas un dialogue inclusif. Tout à fait d'accord. Et je ne sais pas si mon co-débatteur pourrait me citer juste 3 leaders avec qui Tshisekedi doit pouvoir tenir le dialogue à Kinshasa, si ce n'est que Kabound qui est Fayoulou. Mais je vous dis la vérité, le Congo, ce n'est pas Kabound et Fayoulou. Quand on parle de l'opposition aujourd'hui, on voit des figures emblématiques comme Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi, comme des Seth Kikouni. C'est Sangai quand même à Kinshasa. Je vous dirais que nous n'allons pas nous pencher sur... Pour ne pas personnaliser le débat, pour faire le dialogue, pour dire que le dialogue ne sera inclusif que quand il y a X, Y et Z. Oui, tout à fait. Mais vous ne pouvez pas être partie prenante au dialogue? Tout à fait. Donc, non, parce que vous parlez ici seulement des figures emblématiques. Vous parlez des figures emblématiques des leaders d'opinion.
étant donné que le dialogue est là pour nous permettre d'aller vers les désamorcements de conflits, négocier avec les Congolais à l'interne. Vous dites que vous êtes la personne aussi qui connaît ici les causes profondes du conflit, et donc vous pouvez avoir un mot à dire. Alors pourquoi est-ce que vous soulignez seulement certaines personnalités? On voudrait aussi voir Constant Moutamba, même si qui est actuellement en train de... C'est pourquoi je suis en train de dire, monsieur, si vous parlez aujourd'hui, qu'on puisse d'abord passer par examiner les cas de tout un chacun, d'autres qui sont condamnés par défaut en violation de la Constitution, pour essayer de justifier, de légitimer ça. Et moi, je pense que c'est trop bas. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'écarter quelqu'un. Nous sommes tous enfants du pays. Si nous voulons la paix, nous allons nous réunir autour d'une même table. Parler. Tshisekedi est le frère de Katumbi, tout comme Katumbi est le frère de Kabila. Nous sommes tous Congolais. Mais pourquoi discriminer les autres? Parce que nous avons le pouvoir. Et moi, je vous dis que le pouvoir finit. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas nous marteler sur la discrimination. Si nous voulons la paix d'abord, si nous voulons que cette guerre qui est en train de ravager notre population à l'est de la République, nous devons d'abord connaître les causes profondes, en sortir de cette crise profonde interne. Et je pense que là, on ne parlera pas encore de cette guerre. Mais Monsieur Ben, lorsqu'on parle de République, on n'individualise pas les débats. J'ai comme l'impression que mon co-débatteur individualise beaucoup plus les débats. La République démocratique du Congo, son destin n'est pas entre les mains d'une seule personne. Étant donné, vous pouvez être l'avenir de demain. Alors, je pense que lorsqu'on analyse les faits, on doit les voir de façon très, très globale. Oui. Donc, on doit voir c'est quoi l'intérêt commun que la République démocratique du Congo peut en tirer de tout ça. Si l'une des personnes dont vous avez fait mention ici n'est pas au débat, vous pensez qu'il n'y aura pas résolution des conflits, c'est ça? Non, non, cher co-débat, il ne faut pas réfléchir comme ça. Non. Moi, je vous ai dit qu'on n'est pas en train d'exclure certaines personnalités. Il existe des questions à traiter en avant. Ça veut dire qu'un travail en amont doit être fait, en amont tout comme en aval. Pourquoi? Parce que il existe certaines personnes qui ont des différends, qui ont des problèmes avec la justice. Et donc, il existe bien sûr certaines dispositions légaux qui peuvent le sauver pour les tirer. C'est pourquoi on dit qu'un travail doit être fait en amont, traiter des cas échéants, de certaines personnes dont vous suggérez qu'ils doivent être des figures emblématiques, qui doivent être des parties prenantes à ce dialogue. Donc, on traite leurs cas d'abord, pour qu'on dise, voici, de façon juridique, ces personnes sont par exemple acquittées. Et du coup, on doit aller maintenant au dialogue, question pour que nous puissions voir comment est-ce que le dialogue sera beaucoup plus inclusif. Donc, cette République nous appartient à tous. Effectivement. Voilà, donc il faut que nous puissions parler la République, non pas parler individualité. On ne parle pas des individus, mais on parle des figures emblématiques. Non, c'est ce que j'ai comme l'impression. Non. Peut-être vous avez un penchant. Non, moi je n'ai pas un penchant. Non. Je suis en train de parler puisque... C'est tout à fait légitime. La Constitution vous donne le droit d'avoir des penchants, le droit de réfléchir, le droit d'émettre vos opinions. Effectivement. Surtout à son article 23 et 24. Donc vous avez ces droits. C'est pourquoi j'ai dit, si aujourd'hui on essaie de sortir de cette crise, il faut d'abord connaître les causes profondes. Parmi les gens qui peuvent nous faire sortir de cette crise, il y a aussi les gens que vous avez condamnés. Non, qui doivent... Non, on n'a pas... Non, d'ailleurs, moi, dans ce sens-là, le dialogue serait carrément une blanchisserie, c'est-à-dire on va faire table rase, on appelle tout le monde... Ça serait utopique, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on n'a pas d'abord besoin de blanchir quelqu'un. On a d'abord besoin de la paix. Quel serait le sort de quelqu'un condamné et avec qui vous dialoguez? Voilà, c'est pourquoi il a dit on va traiter les cas en amont. On peut d'abord sortir de la crise, sauver des vies et suivre le problème après. Non, ça serait carrément mettre la charrue devant les bœufs. Vous mettez la crédibilité de la République. Non, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que les juristes sont en train de nous suivre. Ouais. Je pense qu'il y a des gens du droit ou encore des gens qui ont fait des sciences politiques sont en train de nous suivre. Lorsqu'on part au dialogue, il y a l'inclusivité, mais certaines figures emblématiques ont des différends, ont des problèmes avec la justice. Et du coup, tout ce que vous voulez, moi j'ai comme l'impression, vous voulez que le président de la République dise aujourd'hui, oh voici, venez, et puis du coup on annule tout ce que vous avez comme compte à rendre à la justice.
Et où est-ce qu'on va placer la crédibilité de la République face à la communauté internationale, au monde entier? Nous sommes dans une République régie par des règles légaux et réglementaires. Donc nous devons suivre ces processus. C'est vrai, on a dit ce qu'on ne vient pas. Pour mettre de côté ces personnes-là, ce n'est pas évident. C'est plutôt traiter les cas échéants. On ne peut pas directement dire qu'on cherche la paix, oui. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais on doit traiter ces cas. Si la paix a un prix, je pense que ça sera le prix à payer. Voilà, on ne va pas traîner bien sûr sur cette question. C'est vrai, la paix reste la préoccupation majeure pour la population congolaise. Ainsi, nous compatissons bien sûr avec nos familles, bien sûr, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre une petite pause, je veux dire, avec Gilbert Kaninda et Eli Mwenze. Cette fois, nous allons prendre cette pause à travers cette petite question. 100 jours à Lubumbashi, ça fait exactement plus de 100 jours aujourd'hui, bien sûr, depuis la reprise des fonctions de Madame Joyce Tunda à la tête de la mairie de Lubumbashi. Quelles sont les priorités, quelles sont les réalisations, les défis qui ont été relevés et les défis qui restent à relever? On commence avec vous, Gilbert Kaninda. Moi, je pense que Madame Joyce, c'est parmi les gens qui font bien le travail. J'ai suivi, ce n'est pas aujourd'hui, depuis qu'elle était maire par intérim, je pense, elle était vice. Oui, adjointe. Ouais. Adjointe, voulais-je dire. Elle s'est débrouillée bien, elle nous a apporté quand même des résultats concrets. On pouvait voir la ville propre. Et quand elle a encore repris le travail, moi j'ai vu qu'elle a continué. Elle a encore martelé là où son prédécesseur, je parle de Maître Patrick Kafwimbi, là où il avait un peu fermé les yeux, comme l'accès des motards au centre-ville, le marché pirate, mauvais stationnement au niveau des arrêts. Je pense qu'elle a quand même montré cette volonté-là de donner la ville de Lubumbashi une image qui montre quand même que ça c'est une ville, puisque aujourd'hui Lubumbashi c'est une deuxième ville de la RDC. Normalement, la ville doit être propre le matin tout comme le soir, comme il est en train de fournir les efforts. Je l'avais vu l'autre fois à 22h, marcher à pied, parler, gronder, et ça m'avait fait du bien. Je pense qu'elle pourrait continuer toujours comme ça, et ça sera une très bonne chose. Eli Mwenze, que dites-vous des 100 premiers jours? Je veux dire 100 premiers, cette fois, parce qu'elle est là comme maire par intérim, de Madame Joyce Tunda. Oui, justement, bon, on peut saluer le travail qui est réalisé jusqu'à présent du maire, Madame Joyce Tunda Kazadi, depuis qu'elle est justement maire, titulaire mais par intérim, dans la ville de Lubumbashi. Il faut souligner qu'il y a des avancées significatives qu'il faut qu'on salue par rapport justement dans le centre-ville de Lubumbashi qui était déjà, il y avait du désordre dans le centre-ville de Lubumbashi à travers les motocyclistes et autres. Aussi l'aspect sanitaire, où la ville de Lubumbashi a si bien une transformation qu'on peut souligner. Et aussi, elle est celle qui est en train justement de se battre aussi par rapport au phénomène enfant de la rue, qui est en train d'exacerber encore davantage l'insécurité qui frappe. Mais ici, il faut souligner que la ville de Lubumbashi reste encore une ville qui a plusieurs défis. C'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo où il y a tout d'abord l'exode rural et l'exode urbain. On constate qu'ici que la façon dont on peut gérer la ville de Lubumbashi, ce n'est pas la même façon qu'on peut gérer la ville de Kamina, la ville de Likasi, la ville de Kikwit ou encore, je ne sais pas, la ville de Bandundu ou Kolwezi. Donc, nous avons une ville qui est convoitée à l'extérieur, donc ça veut dire que dans des régions reculées, et qu'on constate qu'il y a l'affluence de personnes qui veulent justement venir dans la ville de Lubumbashi, et du coup, il faut mettre en place des stratégies bien intégrées. D'où on risque justement de voir la ville
se détériore davantage sur le plan sanitaire. Parce que les défis que la mairie doit relever, c'est aussi des défis de l'assainissement, c'est aussi les défis de la gestion des transports, c'est aussi les défis de la gestion des enfants de la rue, comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes. Et jusqu'à présent, je pense qu'il existe encore des efforts à fournir pour exacerber ou encore mettre fin définitivement à ces préoccupations qui continuent de gangréner la ville de Lubumbashi. Voilà, et là, deux défis majeurs. Il s'agit du phénomène Chegué au centre-ville de Lubumbashi. La mairie a lancé bien sûr la traque contre ces enfants. Malheureusement, ils sont toujours présents dans plusieurs endroits stratégiques du centre-ville de Lubumbashi. Il s'agit notamment de la station 24 vers le tunnel. Vous allez les voir également, curieusement, même en face de la mairie, des tout petits qui sont là. Ils défient-ils la mairie? Défient-ils les autorités, ces enfants en rupture de liens familiaux? La police nationale congolaise a bien sûr apporté un coup de pouce dans cette traque. Il y a certains qui ont été même interpellés. Je vous propose de suivre bien sûr cet élément qui nous amène un peu plus loin de Lubumbashi pour revenir bien sûr parler de cette situation d'échec. Tôt, le mercredi matin, la police est passée à l'action. Des bouclages ciblés ont été menés dans plusieurs quartiers de la localité de Tumbwe sous la supervision du général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga. Les forces de l'ordre appuyées par les éléments de la FARDC et d'autres services de sécurité ont procédé à des contrôles systématiques. Résultat, 76 personnes interpellées, parmi elles une femme et plusieurs jeunes. Selon la police, ces suspects seraient impliqués dans des attaques à main armée, des braquages, des embuscades sur les routes, ainsi que dans les vols des produits miniers et des carburants. Les autorités indiquent que plusieurs de ces individus avaient fui Lubumbashi pour se cacher à Tumbwe. Présent sur place, le ministre provincial de l'Intérieur a salué cette opération et réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à lutter contre l'insécurité. Le général Blaise Kilimbalimba assure quant à lui que ces opérations vont se poursuivre. Il appelle la population à la vigilance et à la collaboration avec les services de sécurité pour restaurer la paix, protéger les personnes ainsi que leurs biens. Dans un autre registre, le général Blaise Kilimbalimba a reçu le même jour à Lubumbashi plusieurs diplomates dont l'ambassadeur du Royaume de Norvège et des représentants consulaires de la Tanzanie pour des échanges autour de la coopération sécuritaire. Voilà, c'était cet élément nous proposé par Jacques Capia sur l'arrestation de certains jeunes à Tumbwe. Cela nous amène à parler de la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi. Un autre défi à relever, bien sûr, pas seulement par Madame le maire par intérim, mais aussi par les autres éléments de la police et même la population qui doit contribuer, bien sûr, dans la traque contre, dans la lutte contre le banditisme urbain. On revient à vous, Gilbert Kanyinda. Ça vous fait quoi de voir aujourd'hui la ville de Lubumbashi être envahie par ce phénomène qui persiste, les enfants en rupture de liens familiaux? Ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que ce n'est pas d'abord une très bonne chose, surtout pour nos jeunes demoiselles et nos mamans et les personnes âgées. L'autre fois, je partais au niveau du Bel Air, nous sommes arrivés au niveau du tunnel. J'ai vu un affaché gay qui a ravi le téléphone et qui a baisé la demoiselle qui était dans les transports. Et ça m'avait fait mal. Une salutation peut-être, ouais. J'allais dire. Donc, bien que c'était amusant, mais ça m'avait fait mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à encourager, mais qui ne se limite pas seulement à ce niveau. Puisque si vous regardez au niveau de l'école de santé publique, à l'école où je suis étudiant là-bas, moi et mon collègue Jean Mouanza, que je suis en train de saluer à ce net moment, on avait essayé de mener une étude pour comprendre la capacité de ces gens-là. Puisque quand vous faites quitter les enfants dans la rue, vous voulez les amener dans un centre. Un centre de formation, il faut d'abord connaître les capacités à s'adapter. Donc, il devrait d'abord y avoir des experts. Moi et mon ami, l'autre fois, on a eu à se familiariser d'abord
et connaître leurs capacités. On a fait l'étude comparative avec ceux de l'école de santé publique et ceux qui se trouvent au niveau de l'hôpital Saint-Louis. Et on a compris qu'il y a plusieurs catégories des enfants de la rue. Il y a les enfants de la rue qui sont déjà des vagabonds, donc qui se voient comme des criminels. Et il y a aussi les enfants de la rue qui sont encore trop petits, qui grandissent avec cette même mentalité. Voilà, cette même mentalité. Mais je pense qu'avec ces enfants, c'est très facile de leur rééduquer. Et si madame pouvait continuer comme ça, prendre d'abord les enfants, étudier leur capacité à s'adapter, les changer de milieu. Puisque quand vous faites quitter les gens ici, vous les amenez ici au centre-ville, vous les amenez à la Katouba, moi je pense que vous n'avez rien fait. C'est très facile de quitter encore Katouba et rentrer au centre-ville. Et surtout s'il n'y a pas un bon accompagnement à long terme. Donc moi je pense qu'après, madame doit d'abord étudier leurs capacités d'adaptation, les amener loin du centre-ville. Loin du centre-ville pour leur formation pendant 6-7 mois, comme c'est fait le cas en Namibie. Puisqu'en Namibie, j'ai vu aussi au niveau des arrêts, il y avait beaucoup de gens comme ça. Mais le gouvernement était venu, il a pris tous ces gens, ils sont partis ailleurs. 2 ans après, ces gens-là sont revenus au pays. Il y avait des chauffeurs parmi eux, voire même des infirmiers parmi ces vagabonds. Mais pourquoi cela ne réussit-il pas en RDC? On a vu avec le phénomène Kanyama Kassisi, on a quand même appris certains jeunes désœuvrés acheminés à Kanyama Kassisi, mais le problème, le phénomène, lui, il persiste. Le phénomène persiste parce qu'ils ont très mal commencé. Ils ont très mal commencé. Moi, j'ai toujours dit ça, on avait traité cette question à la plénière des jeunes là-bas. Moi, j'avais soulevé cette question. Moi, je pense que vous ne pouvez pas aller arrêter quelqu'un pour son bien. Non, ça va mal sonner. Moi, j'avais suggéré qu'il y ait d'abord la campagne de sensibilisation. Puisqu'on a vu même, par exemple, pour ces des moustiquaires, on fait des campagnes, on fait comprendre les gens pourquoi vous devez utiliser la moustiquaire. C'est de la même manière que les gens que vous allez arrêter. Vous devez d'abord passer une campagne de porte à porte, expliquer aux parents, puisqu'il y a aussi des volontaires qui veulent aller. Mais quand vous arrêtez les gens, sans pourtant leur dire pourquoi vous partez, moi je pense que même moi je peux avoir peur. Et vous pensez qu'on peut sensibiliser les enfants en rupture de liens familiaux? Oui, c'est très facile. C'est très facile. Monsieur Ben, moi... Où est-ce que... Parce que je me pose la même question. Aujourd'hui, on les voit, c'est vrai, pendant la journée au centre-ville, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils passent nuit. Et c'est juste... moi, je vous amène toujours au niveau de l'école de santé publique. Arrivé là, il y a un chégué qui s'appelle président. Appelez seulement président, vient, les messieurs là viennent. Juste pour 2000 francs, vous avez toutes les informations possibles. Que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Vous avez toutes les informations possibles. Et c'est très facile de le faire. Puisque moi aussi, dans mon ASBL, j'avais ces projets-là. J'avais ces projets-là, mais faute de moyens, ces projets-là étaient restés entre parenthèses. Mais quand même, j'avais fait déjà des études sur terrain. On a échangé avec ces gens. C'est très facile. Les plus grands problèmes que nous avons, nous, au Congo, nous n'avons pas la politique en long terme. Nous voulons faire des choses pour qu'on nous voie que nous avons l'intention de le faire, mais nous ne continuons pas à suivre ces problèmes. C'est là qu'il y a les problèmes. Quand vous faites quitter les enfants dans leur milieu où ils étaient déjà habitués, vous les faites quitter là-bas, éloignez-les de la ville de Lubumbashi. Ce qui a déjà été fait, même à l'époque de Moïse Katumbi, à l'époque de Jacques Kaboula, on a vécu également le centre Lukuni. Je pense qu'il y a quand même des maisons qui se concentrent dans l'encadrement des jeunes. Mais pourquoi le problème persiste-t-il? C'est parce qu'au niveau aussi, et le gouvernement aussi n'aime pas faire la campagne au niveau des familles. Aujourd'hui, la cause de la présence de ces jeunes gens-là, c'est le rupture familiale. Le rupture familiale, la mort aussi dans le mariage. Et quand il y a le rupture familiale, les enfants ne savent pas où aller, chez le papa ou chez la maman, et ça crée des problèmes. Et moi, je pense qu'à ce sujet, le gouvernement devrait tout faire quand même, mettre une politique
suivis des familles. Donc, quand on apprend qu'il y a eu, du côté papa ou du côté maman, il y a eu la mort, on essaie un peu de suivre de près la capacité de cette famille à contenir les enfants qui restent. Puisque vous ne pouvez pas laisser une veuve avec 10 enfants dont la famille élargie n'a pas de moyens de le prendre en charge. Vous pensez que la veuve là doit continuer à prendre ses enfants là en charge? Je ne pense pas. Il y aura toujours ce phénomène qui va se répéter. Je pense que le gouvernement devrait faire cette campagne de mettre cette politique dans nos maisons d'ailleurs, pour comprendre à quel moment on peut faire freiner que ces enfants ne puissent pas continuer à aller en ville. Je ne vous pose pas ici la question de savoir est-ce la faute du gouvernement s'il y a beaucoup de chégués, mais je préfère poser cette question à Eli Mwenze. C'est quoi la cause? À qui la faute aujourd'hui si Lubumbashi est envahi par le phénomène chégué? Merci beaucoup, M. Ben. Je pense que ces phénomènes chégués ou ces phénomènes enfants de la rue, les causes sont trilatérales, si je peux le dire ainsi. Les causes sont gouvernementales, sociales et parentales. Alors, on peut voir qu'au niveau social, nous avons les phénomènes de la pauvreté. La pauvreté fait en sorte que des personnes qui se retrouvent, ou des enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans des milieux défavorisés, des milieux reculés, puissent s'affluer dans des centres-villes à la recherche justement d'une position ou d'une vie. Et du coup, ils s'adonnent à des actes criminels. Et il y a aussi le manque d'emploi. C'est un défi majeur que le gouvernement doit relever. La plupart des jeunes dans la République démocratique du Congo, particulièrement, surtout dans de grandes agglomérations telles que la ville de Lubumbashi, subissent au moins le manque d'emploi. Il n'y a pas d'emploi et du coup, les jeunes ne savent pas quoi faire. Et il doit y avoir un mécanisme qui doit être mis en place, en particulier par le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. Donc, des stratégies très intégrées pour permettre à ce qu'on réduise au moins la fréquence de chômage chez les jeunes. Si les jeunes n'ont pas des occupations, ils peuvent créer des mouvements sociaux informels qui peuvent justement exacerber les comportements criminels pour mettre en péril la quiétude des populations. Aujourd'hui, surtout avec des tensions persistantes dans notre pays, il s'avère très impératif que le gouvernement réfléchisse sur cette question de chégués dans des grandes agglomérations. On n'en parle pas seulement ici à Lubumbashi. C'est pas seulement Lubumbashi, vous allez les voir également à Likasi, à Kinshasa. Alors, je pense que si le gouvernement ne réfléchit pas d'urgence, ça risque de se transformer à quelque chose de plus grave. Et donc, on peut toucher cet aspect de choses, mais les causes sont aussi familiales. Parce que, vous savez, il y a l'exclusion familiale de certains enfants jugent bon de fuir le toit familial. Peut-être par faute d'accusation, des mauvais traitements, des maltraitances, etc. sont parmi des causes. Je pense que des études ont déjà été menées sur ces genres de questions. Il y a aussi la société aussi. La société qui permet à ce que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise et du coup, ils font l'exclusion sociale. Mais je l'ai souligné tout à l'heure qu'il y a un phénomène, surtout dans la ville de Lubumbashi, qui subissent aujourd'hui l'exode rural. Ça veut dire nous avons plusieurs familles qui sortent d'autres villes, d'autres contrées, et puis ils s'affluent ici à Lubumbashi. Ce qui n'est pas un péché ou une infraction. La Constitution garantit quand même ce mouvement. Les déplacements de toute personne. Mais c'est pourquoi on en a parlé que le gouvernement doit mettre en place des stratégies bien intégrées pour gérer les populations. Parce que sur le plan démographique, vous allez voir qu'il y a une intensification de la population. La population va augmenter. Ouais. Et du coup, tout le monde va vouloir être ou vivre dans des zones urbaines. Et du coup, pour gérer, par exemple, l'insalubrité, pour gérer justement la circulation, ça sera un défi à relever. Et du coup, c'est pourquoi on constate qu'il y a des embouteillages. On a même des embouteillages des personnes aujourd'hui. Dans certains quartiers, oui. Où il y a l'embouteillage de gens, pas des voitures, des embouteillages de gens. Et par là, les chèques en profitent pour pouvoir mettre la frayeur dans les chefs de la population. Et donc, maintenant, ici, pourquoi est-ce que ces phénomènes persistent? C'est par manque de la mise en place des stratégies de réintégration de ces personnes-là.
Moi, je pense que le gouvernement doit mettre en place des stratégies de sensibiliser, de recenser, ou encore de ramasser tous ces enfants de la rue-là et les mettre en place dans un cadre approprié, où ils doivent subir justement la réintégration. On doit les réintégrer pour qu'ils puissent devenir justement de très bons patriotes. Mais il y a aussi une chose. Tantôt, nous avons vu l'image, l'arrestation de plusieurs Chegués, justement dans d'autres contrées. Mais fort de constater ici que lorsqu'on arrête justement un grand nombre de Chegués, au fil du temps, on voit certaines figures revenir sur la scène. Chose qui nous pousse à nous poser la question sur la crédibilité aussi du système judiciaire. Comment est-ce que ces personnes doivent être arrêtées et du coup on les voit à un moment donné sortir, réapparaître et causer encore la désolation dans les chefs de la population. Et donc ici, il faut mettre aussi l'accent pour ces personnes. S'ils ont commis des meurtres, ils ont commis des forfaits, il faut les arrêter. Et les prisons, ce sont des lieux de rééducation. On doit les rééduquer pour assurer leur réinsertion sociale. Il y a aussi, justement, pour chuter par là, au niveau social, en fait, il doit y avoir la sensibilisation. Chaque famille doit aider le gouvernement. Donc, je pense qu'ici, s'il y a une collaboration tripartite entre l'État, la famille et la société, ça va permettre à ce que ces phénomènes puissent se réduire en fréquence. Donc, la population doit aussi sensibiliser leurs pairs. Donc, on doit sensibiliser pour que cela ne puisse pas encore davantage causer de la désolation. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le vôtre dans votre maison faire ou commettre ses forfaits, un jour, l'autre va commettre ses forfaits sur vous. Donc, il est nécessaire de faire au moins une sensibilisation. Et les gens qui jouent le rôle très important, M. Ben, ce sont les parents. En fait, les parents dans leur responsabilité de gérer leurs enfants. Parce qu'on voit les enfants de la rue, il y en a même de ceux-là qui ont 4 ans, 5 ans. C'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Il y a actuellement, je ne sais pas s'il faut parler encore d'enfants de la rue, parce qu'il y a des couples. Parmi ces jeunes-là, il y a des couples. On voit aujourd'hui un homme, entre guillemets, Chegué, avec sa femme Chegué, avec leur enfant. Je ne sais pas comment on va appeler cet enfant-là. Chegué, né, grandi dans la rue. Même si c'est vrai que ça coïncide bien avec les femmes bientôt, le mois de mars, on va parler bien sûr de droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. Ça c'est au niveau international. Mais ça vous fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le danger d'avoir ces filles qui sont encore en âge scolaire, mais qui deviennent mères sur la rue? Sans pourtant vous mentir, c'est un phénomène désolant et c'est très triste de voir ces personnes vivre dans ce genre de conditions. Ce sont des conditions très très précaires jusqu'au point où lorsque vous en pensez seulement vous avez des frissons. Et donc il y a d'abord des conséquences qui sont socio-psychologiques. Ces enfants sont nés dans des situations de traumatisme très extrêmes. Comment expliquer qu'un enfant peut naître dans la rue, grandir dans la rue et devenir quelqu'un de normal dans la société? En fait, il a tout de la rue. Ça veut dire même la peur, là, il n'a plus la peur parce qu'il dort dehors dans des conditions inhumaines et il est celui qui est prêt à tout. C'est pourquoi on parle ici de la combinaison de ces trois parties, l'État, la société et le gouvernement. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre un cycle des conditions non humaines. Des personnes voient qu'il y a certaines situations qui se passent dans la société et du coup, parce que ça ne nous engage pas, on n'a rien à faire de ça. Et la population qui n'attend que la solution... Venant de l'État, pardon. Des autorités. Des autorités. Et donc, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait au moins une combinaison de solutions qui est partagée. Donc, la société a aussi la part des responsabilités dans cela. Il existe des ONG qui doivent justement aider, prêter main forte à l'État, au gouvernement, des ONG qui peuvent encadrer ou rassembler ces enfants de la rue.
ils n'ont nulle part où aller, il faut les encadrer. Il existe des figures emblématiques aujourd'hui en RDC qui ont la possibilité de pouvoir faire des engagements, bien sûr, peut-être avec l'État, pour encadrer ces enfants. Je vous assure, c'est un risque pour la société. C'est un risque pour la société parce que si ces enfants grandissent dans de telles conditions, l'insécurité ne va pas justement diminuer, les tensions communautaires ne doivent pas également diminuer. Il est nécessaire justement que l'État, la société ainsi que les parents prennent leurs responsabilités. On va terminer avec vous, Gilbert Kanyinda, sur cette question. Aujourd'hui, s'il vous était demandé de proposer une piste de solution face à ces filles, enfants, ou je ne sais pas s'il faut les appeler filles, maman ou filles, mère, chégué, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bon, je pense que dorénavant, j'avais déjà quelques points de sortir de la crise de cette thématique que je devrais tout de même ne pas oublier. Je pense que je peux les donner et les lire très vite. Renforcer la prévention au niveau familial et communautaire. 2. Accès à l'éducation et à la formation professionnelle. 3. Centre d'accueil et réinsertion avec accompagnement psychologique. 4. Système de réintégration sociale et durable. 5. Politique publique ciblée et ressources. 6. Mobilisation de tous les acteurs. J'avais parlé au départ qu'il faut qu'il y ait une politique en long terme. Pourquoi j'avais insisté sur ça? Imaginez-vous que Mme Joyce a pris tous ces enfants-là, je ne sais pas, 300. Elle est partie avec ces enfants-là. Les enfants ont appris le métier. Déjà, les enfants ont le métier. Mais les enfants n'ont pas du boulot pour exercer le métier auquel on les a fait sortir de la rue. Vous ne voyez pas que ces enfants-là vont rentrer encore dans la rue. Donc, je pense que c'est sur ça que nous devons marteler. Quand vous amenez ces enfants-là quelque part, vous les amenez à des formations professionnelles, rassurez-vous déjà qu'il y a des postes, il y a des petits boulots qui vont les occuper, puisque une fois que ces enfants travaillent, je ne pense pas qu'ils auront le temps de rentrer. Ils seront entrepreneurs. On va leur apprendre comment créer un boulot et voilà, ils deviennent indépendants. C'est bien, mais si ils n'ont pas les fonds de départ, ils ne créeront pas. Et c'est toujours là le problème. Je l'avais vu aussi avec Mme Francine Wabikatempa, que je salue. Elle avait fait aussi ça avec son ASBL. D'ailleurs, nous étions parmi les gens qui recrutaient ces enfants-là. Mais 6 mois, 7 mois plus tard, on avait encore ces enfants là-bas. Et après des recherches, moi j'ai compris que c'est ça le problème. Quand vous conversez avec ces enfants, ils vont vous dire vous comprenez déjà qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Moi, je pense que si le gouvernement pouvait s'occuper de ces enfants-là avec des formations professionnelles, mais les accompagner surtout dans leur début de business, ça serait encore très mieux. Voilà, c'est donc par là qu'on va mettre un terme à cette émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons eu bien sûr à parler de 2 sujets. D'abord, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une situation sécuritaire et humanitaire qui reste dégradante avec la violation à maintes reprises du cessez-le-feu. Et en deuxième position, nous avons parlé carrément de la situation ou du phénomène enfant chégué dans la ville de Lubumbashi. Et donc, 2 sujets pour les 2 invités, Gilbert Kanyinda, Eli Moïse, à qui je dis merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et je n'oublie pas de saluer aussi ma chère épouse Anit Ilunga et mon petit garçon Noam Chibola. Voilà, donc on vous fixe rendez-vous certainement pour la semaine prochaine avec d'autres sujets, d'autres invités qui cadrent bien sûr dans le cadre de l'émission d'analyse et débat Info Scanner qui va revenir bien sûr tout au long de cette semaine. Au revoir.